Bienvenue à tous. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit déjà, sur le Discord, on va parler de lettres de motivation pour Parcoursup et on va parler aussi un petit peu du grand oral. En parlant de Discord, je pense que vous avez vu qu'il y a eu pas mal de changements là. On est en train de refaire toute la déco et d'ailleurs si vous avez des suggestions, des petites améliorations ou des trucs que vous voudriez voir, sur le Discord, hésitez pas à nous le dire. On a créé dans Outils un canal qui s'appelle Suggestions serveur. Vous pouvez nous dire tout ce qui vous passe par la tête. Parce que nous, on essaye quand même de faire un Discord qui vous plaise à vous, qui soit le plus agréable possible. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Ce sera avec plaisir. Voilou. Donc, on va pas tarder à commencer. Carrément, comme d'habitude, si vous avez des questions ou si vous voulez interagir sur ce qu'on raconte, c'est questions live juste au-dessus du canal vocal. Vous pouvez aussi prendre la parole, hein, on va pas vous manger. Ouais, ça fait même partie de mes recommandations pour s'entraîner au Ouais, grand j'ai vu oral. ça. Ouais, ça fait un petit entraînement, c'est cool. Alors, on va commencer. Ouais, Donc, premièrement, on va vous parler des lettres de motivation pour Parcoursup. Les animatrices du jour, comme toujours, on a un petit slide. Alors, il y a moi, ça fait pas très très longtemps que je suis sur les lives. Je m'appelle Mathilde, ou Math sur Discord. Je suis community manager chez Hello Charlie, je suis en alternance. Il y a également Claire, que vous avez plus l'habitude de voir, et Laura également. Donc Claire qui est Mousewoman sur Discord, qui est la responsable communication et communauté chez Hello Charlie. Et on a Laura qui est notre psychologue. C'est nous qui allons vous animer le live aujourd'hui. Alors, pour ces lettres de motivation, déjà, où est-ce qu'on en est dans Parcoursup pour tout ce qui est calendrier et tout ça? On est le 17 mars, ça veut dire que vous avez déjà ajouté vos vœux sur Parcoursup, c'est fermé, donc on ne peut plus en ajouter. Mais vous pouvez quand même continuer à compléter vos dossiers, donc c'est-à-dire faire les lettres de motivation, les CV et tout ça. Donc nous, on va vous parler de comment faire cette fameuse lettre de motivation qui peut être un peu stressant quand on n'en a jamais fait, quand on sort du lycée. C'est un exercice qui est pas très très simple à faire. Donc on va essayer de vous accompagner là-dedans. Alors déjà, premièrement, un truc un peu bête, mais comment est-ce que vous faites sur le site pour accéder à l'onglet pour rédiger cette lettre de motivation? Donc ça va être dans vos vœux. Dans vos vœux, vous allez avoir quelque chose qui vous demande je souhaite saisir le projet de formation pour cette formation, maintenant ou ultérieurement. Donc nous, ce qu'on va vous conseiller, c'est peut-être dans un premier temps écrire cette lettre sur Word ou sur quelque chose comme ça que vous pourrez ensuite copier-coller sur la partie sur Parcoursup. Comme ça vous évite de faire une fausse manip et d'envoyer une lettre de motivation qui était juste un brouillon. Hop. Oui, il y a un truc aussi, donc ça s'appelle une lettre de motivation, mais en fait, c'est plutôt, comment est-ce qu'ils appellent ça? Le projet de formation. Ouais, Voilà. c'est ça, un projet de En gros, formation c'est une lettre motivée. voilà. Donc c'est une lettre de motivation, c'est un petit peu comme quand vous allez plus tard postuler pour des jobs, on va vous demander une lettre de motivation. Bon là, c'est un format qui est un petit peu plus court, mais on va en parler. Donc déjà, c'est quoi une lettre de motivation? Déjà, c'est une des nouveautés qui est apportée par Parcoursup. Ça, c'était quelque chose qui n'existait pas avant la rédaction des lettres de motivation. Pour chaque vœu que vous avez formulé, vous allez devoir rédiger pourquoi est-ce que vous voulez aller dans cette formation, dans cette école, dans cette prépa, etc. Et cette lettre, elle va être directement transmise à l'établissement de cette formation. L'objectif, c'est simplement de pouvoir mieux vous connaître et surtout savoir pourquoi est-ce que vous voulez aller dans cette formation. Quelles sont vos motivations, tout simplement. Donc une fois que vous avez trouvé vos formations, il va falloir aller dans je souhaite saisir le projet de formation pour cette formation et commencer à rédiger cette merveilleuse lettre. Donc on va vous parler un petit peu du contenu, de la structure de la lettre, parce que c'est toujours un peu des choses compliquées, on ne sait pas toujours quoi mettre dedans. Donc nous, on s'est dit, ce qui est intéressant, c'est de structurer la lettre en 3 parties. Donc il y a quelque chose qui est déjà extrêmement important au début, c'est l'accroche, parce que en général, quand la personne qui va lire votre lettre de motivation, si elle s'ennuie dès les premières lignes, voilà, elle va pas lire la suite. Donc c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important.
Et c'est des choses qui sont un petit peu formelles. Donc, par exemple, là, je vous ai mis sur la slide un truc hyper général, mais il s'agit en fait vraiment de vous présenter. Donc, je suis un élève de terminale dans tel lycée. J'ai suivi telle et telle spécialité. Je suis très motivée à l'idée de rejoindre votre formation, votre classe préparatoire, votre faculté, etc. Donc ça sera vraiment la première étape. Et oui, il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que la lettre, il demande 1540 caractères max. Donc c'est vraiment court en fait. Ça fait environ 15 lignes sur Word. Donc il faut pas trop s'épancher, mais ça vous laisse quand même le temps et la place d'expliquer vos motivations. Donc pour la première partie qui était la présentation, on a vu ça. La deuxième partie qui va être assez importante, vous allez exprimer là-dedans vos motivations. Donc par exemple, déjà il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'avant de commencer à rédiger vos lettres de motivation, il va falloir vraiment s'intéresser aux écoles ou aux formations que vous voulez suivre pour en apprendre plus, pour pouvoir vous en servir dans la lettre de motivation. C'est quelque chose qui est vraiment très important en fait, c'est d'adapter chaque lettre à chaque formation que vous allez demander. C'est des choses très personnalisées qui sont très importantes, quoi. Donc, par exemple, vos motivations, il faudrait qu'elles soient accompagnées d'exemples concrets. Donc, imaginons que tu as contacté des étudiants ou même des profs de la formation en question. Eh ben, n'hésite pas à le dire dans ta lettre. C'est vraiment quelque chose qui va être apprécié. Imaginons que tu as fait des portes ouvertes. Bon, là, avec le contexte du Covid, c'est un petit peu compliqué, mais je sais qu'il existe des portes ouvertes en ligne, je crois, pour certaines écoles ou certaines formations. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, Mais, tout à fait, il y en a plein. Bah là, toutes les portes ouvertes, elles se font en ligne. Puis tu as des événements aussi qui sont en ligne, ouais. en plus des portes ouvertes. Ouais, donc tout ça, effectivement, c'est intéressant de le valoriser si vous passez par là dans votre démarche. Ouais. Franchement, c'est vraiment quelque chose d'important. De portes ouvertes, souvent, ils vous demandent de toute façon votre nom et votre prénom. Ok. Ah oui, ils gardent une trace, quoi. Ouais, ils gardent une trace de qui est venu et qui n'est pas venu parce que ça en dit beaucoup sur votre motivation. De Putain, et toute ça, façon. ils regardent bien, tu crois? Moi, je sais que c'était il y a longtemps, mais j'avais fait des portes ouvertes et à chaque fois, ils avaient pris mon nom et mon prénom. Ouais. Oh, vache. Ok. Ouais. Voilà, donc c'est super important, quoi. Si vous l'avez fait, il faut vraiment le mettre. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est hyper valorisant, quoi. Donc dans cette partie, c'est un peu la partie où, comme je l'ai mis là, où il faut leur lécher les bottes en fait. Il faut leur expliquer pourquoi est-ce que leur formation, elle est trop bien, pourquoi est-ce que vous voulez la rejoindre, peut-être vous êtes passionné par tel sujet. Enfin voilà, c'est vraiment, faut les brosser dans le sens du poil, quoi. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de connaître l'établissement, de se renseigner avant pour pouvoir savoir de quoi il parle, dans quoi tu t'engages. C'est des choses qui sont très importantes parce qu'il faut que ce soit personnalisé en fonction de là où tu vas postuler. Par exemple, j'ai marqué quelques exemples, mais imaginons que tu postules pour un truc dans la santé. Tu vas peut-être mettre en valeur que tu aimes aider les autres, que tu aimes le contact avec les gens, ou si tu veux par exemple partir dans quelque chose qui est en lien avec l'informatique, tu peux mettre par exemple qu'en dehors du lycée, tu t'amuses à programmer des petits trucs ou tu aimes apprendre à utiliser des logiciels, toutes des choses comme ça, c'est hyper important, c'est hyper valorisant, donc faut pas hésiter à mettre ça aussi. Ensuite, on a une troisième partie qui va être aussi hyper importante, c'est de faire le lien entre toi, qui tu es, ta personnalité, ce que tu aimes et eux. C'est-à-dire ce qu'il y a dans la formation et ce qu'ils vont attendre en fait de toi. Mais la petite question qu'on pourrait se poser, c'est mais j'ai pas d'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai, c'est qu'en sortant du lycée, on n'a pas d'expérience pro. Toutes nos expériences, on va dire, c'est des expériences qui sont personnelles. Mais en fait, ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important parce que de toute manière, ils le savent très bien que vous sortez du lycée et que vous n'avez pas eu la possibilité de travailler pour la plupart. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui va être mauvais. Au contraire, il va falloir valoriser plutôt d'un côté vos passions, vos centres d'intérêt et tout ça. Donc, dans cette troisième partie, ça va être hyper intéressant de faire matcher en fait vos passions
vos valeurs, vos centres d'intérêt à la formation que vous allez demander. Et là, ils vont se dire que, en gros, votre personnalité, elle correspond à leur établissement, quoi. Donc, parler des activités que vous faites en dehors du lycée, ça peut être du sport, par exemple, de l'art, si vous dessinez. Ça peut être des qualités hyper intéressantes en fonction de la formation que vous demandez. C'est toujours vraiment l'idée de partir de ses loisirs pour pouvoir montrer ses qualités. Parce que de toute manière, on ne s'attend pas à ce que vous ayez des expériences professionnelles. C'est vraiment pas ça qu'ils recherchent là-dedans. Ce qui est super important, c'est de vous valoriser à travers votre personnalité et à travers ce que vous faites en dehors du lycée. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre tout ça en avant. T'as des conseils, Laura, par rapport à ça? Ouais, voilà. Ouais, j'allais. Il faut aussi dire que ce qu'ils vont chercher aussi, c'est une dynamique de classe. Typiquement, si vous allez en BTS, par exemple, vous allez être une trentaine, ils vont rechercher des personnalités qui vont être capables de pousser les autres, de créer une bonne dynamique de classe. Et il va y avoir plusieurs profils clés comme ça qu'ils vont rechercher. Donc la personne qui va pousser les autres. Alors c'est des exemples, hein, ça dépend eux de ce qu'ils cherchent. Hein. Mais vraiment, ils vont chercher enfin, pour aller plus loin que simplement lui, il va être bon dans les matières qu'on va proposer parce qu'il a dit qu'il était logique et qu'on propose des maths. Ils vont chercher un peu plus loin que ça, vraiment de manière à ce que c'est un peu comme en entreprise finalement, on recrute pas que des compétences, on recrute aussi une personnalité. Là, il faut vraiment que votre personnalité, ce que vous allez apporter, apporte également à la fois à la classe, mais aussi à la formation. Donc n'ayez pas peur d'entendre ma fille par exemple, d'être enthousiaste comme elle, enfin de dire que vous êtes enthousiaste parce que ça peut vraiment être un plus. Et le plus, c'est être capable de montrer que vous êtes enthousiaste de nature, par exemple, sans le dire, juste avec la manière dont vous allez formuler les mots. Alors c'est super compliqué, hein. Là on parle vraiment, mais c'est des choses qui peuvent facilement se ressentir dans votre manière d'écrire. Donc n'hésitez pas à bien travailler votre style aussi pour dire des choses sans les dire. Ah, c'est un peu comme pour ceux qui ont fait des options un peu littérature. En philo, souvent, c'est ça qu'on demande, c'est d'avoir un certain style d'écriture. Et c'est ce qu'on va étudier quand on étudie des auteurs. Souvent, c'est ce qu'ils disent sans dire. Et là, c'est un peu l'idée. Donc ça demande beaucoup de travail. Moi, ce que je vous conseille, c'est de bien travailler sur une lettre de motivation type pour toutes les formations. Globalement. Et après, vous modifiez les trucs en fonction de chaque formation. Mais allez pas essayer de faire un truc super bien et super original pour chaque formation, parce que si vous avez 10 vœux plus 10 sous-vœux limite à chaque fois, vous n'allez pas vous en sortir. Donc vraiment, faites une lettre type que vous allez adapter à chaque situation après. Vous prenez pas à la tête au-delà. Et si vraiment vous avez genre 3 formations qui vous intéressent plus que les autres, là, ok, vous faites 3 lettres de motivation, rien que pour celle-là, et vous vous mettez à fond sur celle-là, et pour les autres, autorisez-vous à faire un peu plus des copier-coller. L'idée, c'est vraiment de prioriser ce qui, pour vous, est le plus important. Voilà, et les conseils. Est-ce que vous avez déjà des questions ou des conseils que vous voulez partager aux autres? Si oui, faites-le dans Question Live. Ou si vous rencontrez un problème pour une de vos motivations ou d'un projet de... Comment c'est déjà? Projet de... oh, je sais plus. Lettre de motivation par formation, quoi. Et voilà, faites-nous part de ça, de vos conseils, de ce qu'on vous a dit aussi, voilà. Et c'est vrai qu'apprendre à se valoriser, c'est vraiment pas quelque chose de facile, d'autant plus quand on est limité dans le nombre de caractères, quoi. C'est clair. Ça fait assez court en fait, 1500 caractères au final. Ça fait 15 lignes. Ouais, voilà. C'est super court. Il y a quelqu'un qui a demandé, alors je sais pas si c'était de l'ordre du petit troll ou je sais pas quoi, mais de modifier la taille de la police pour faire plus de lignes dans Parcoursup. Mais cette lettre de motivation, tu l'as fait directement dans Parcoursup, c'est ça? Et de toute façon, c'est des caractères, donc tu peux mettre oui, c'est ça, on s'en fout. en 18, un caractère, ça reste un caractère. Hein. Exactement. Très bonne remarque. Quand des
Ah, tout ça, c'est une bonne Ça question. dépend si c'est reconnu comme un handicap ou pas. Si c'est pas reconnu comme un handicap, non, tu es pas obligé de le faire. Si ça l'est, je te conseille de le faire, parce qu'il peut y avoir des quotas à respecter, ça peut jouer en ta faveur, malheureusement ou heureusement, je sais pas comment dire ça, mais si c'est un handicap, oui, mets-le. Si c'est pas un handicap, non, ne le mets pas. Enfin, après, c'est à ta hem, oui, c'est reconnu. Après, c'est à toi, est-ce que ça va jouer? J'ai envie de te dire, c'est à toi, ça peut jouer comme ça peut pas jouer. C'est à toi de voir si, tu peux, disons que voilà, on va dire que si tu arrives à valoriser ça, parce que c'est quand même quelque chose qui peut être, valorisé, hein, faut pas se leurrer, pourquoi pas? Si tu le sens pas, ne le fais pas. Je pense qu'il y a rien qui t'oblige. Alors après, c'est du côté de la loi et moi je sais pas comment ça comment ça se passe. Donc renseigne-toi, heu si tu dois le préciser ou pas. À mon sens, non, parce que dans ton dossier, si Mmh. tu es considéré comme handicapé, c'est marqué dessus. Donc tu as pas besoin de le répéter. Mmh. Peut-être Oui, oui, avoir bah, oui, voilà, c'est ça. C'est super, aléatoire, ça dépend, de beaucoup de choses. Mais à mon avis, ça sera de toute façon marqué sur ton dossier. Si c'est marqué sur ton dossier, il vaut mieux en parler, ouvertement dans ta lettre de motivation, en expliquant, pour ce que ça peut t'apporter, si tu arrives à décrire ça comme ça, et en tout cas, de leur expliquer que toi, ça t'empêche pas de te motiver, d'avoir un projet pro, voilà, de t'impliquer à fond dans tes études de toute façon. Ouais, il y a vraiment une question de faire de ta différence une force, quoi. C'est force. vraiment de le tourner comme ça. C'est C'est ça, ça, hein. Mmh. carrément, parce que, par exemple, je sais pas, tu pourrais trouver il y a plein de points, positifs, à l'autisme aussi. Par exemple, le fait que tu sois capable d'être, à fond dans des projets ou dans des choses comme ça peut être aussi des choses qui sont, hyper valorisantes. Donc, si tu as envie d'en parler, fais-le peut-être, de cette manière-là aussi. Il y a encore des personnes qui écrivent, donc on va peut-être attendre, un petit peu. Ouais, carrément. C'est bon, je t'ai démute, Loulou, pour que qu'on n'entende pas le grésillement, désolé. Bienvenue en tout cas, ou re-bienvenue si t'étais déjà là. Il y a plus personne qui écrit. Mais n'hésitez pas à poser des questions, on va peut-être continuer du coup. Ouais, il y avait Sarah qui expliquait, ça dépend s'il demande CV ou projet pour les caractères. Donc projet de formation motivée, c'est blind, enfin c'est comment dire, cadenassé avec des caractères, là où le CV ça l'est pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Hmm. OK. Ok, ça marche. Bah écoute, ouais, on va pouvoir poursuivre avec, je dirais, la deuxième grande thématique de ce Yes. live-là qui est le grand oral. Alors, hop, les trucs. Le grand oral, donc, c'est vraiment la grande nouveauté de cette année pour les bacheliers. La première fournée, ça va être donc en juin 2021, et donc c'est le nouveau truc de la réforme du bac. Ça va être votre dernière épreuve du bac au mois de juin. Et en termes de coefficient, pour la voie générale, donc c'est une note sur 20 et le coef est de 10. Et pour la voie technologique, la note est également sur 20 et le coef est un peu plus élevé, il est à 14. C'est quoi les objectifs, les grands objectifs du grand oral? C'est d'une part de montrer vos capacités à prendre la parole et à argumenter devant un auditoire de manière claire et précise, et de parler de votre projet professionnel ou d'une manière générale de votre projet d'orientation, donc tes études supérieures, qu'est-ce que tu veux faire, si tu as un métier déjà en tête, ta démarche pour te renseigner sur ce métier-là, etc., etc.
Le grand oral sert à vérifier tout ça chez toi et donc ça se matérialise sous la forme d'un exercice de prise de parole qui dure 40 minutes. Donc tu peux passer à la En prochaine. fait, Ouais, je pense ils se sont rendus compte qu'au lycée, on avait quasiment aucune épreuve orale et on n'était ouais, pas du tout préparés, de dingue. pour travailler sur l'oral. Là où quand tu arrives en études sup, et Mm. bah, on te demande énormément de faire des choses à l'oral. Donc je pense qu'à un moment, ils se sont dit: «Putain, on va faire un truc les gars, on va faire un truc, ça va s'appeler le grand oral». Ils vont bosser et ils vont passer à l'oral et c'est surtout pour vous préparer aux études sup, en fait, une Bah fois oui, que vous parce serez que passés là-dessus, voilà. carrément, parce que moi, à la fac, par exemple, quand j'étais en 3e année de licence, on avait 2 exposés par semaine qui duraient 40 minutes. Mm. Du coup, ouais, c'est vraiment dans l'idée de préparer à ça. Après, je suis pas sûre que ce soit dans toutes les formations comme ça, mais moi, ça m'aurait énormément aidé au lycée d'avoir, en fait, des pistes pour savoir, comment, ça se passe, un oral parce que j'en Mm. avais aucune idée et je me suis lancée là-dedans. J'étais complètement perdue, j'étais stressée, enfin voilà, c'était l'horreur, quoi. Et oui, Sarah, tu fais bien de le préciser. Effectivement, j'ai l'impression que ça bouge assez sur qu'est-ce qui va se passer lors du grand oral, les critères de notation, etc. Donc là, on vous a mis les derniers trucs qui sont sortis. Nos sources, c'est vraiment les sites du gouvernement et compagnie. Je suis allée voir quelques vidéos là-dessus. Voilà, a priori, c'est les dernières infos et je les ai retrouvées à plusieurs endroits. Alors c'est pour bac général et technologique. Et pour les pros, c'est le chef-d'œuvre. Ça, Laura, si tu veux en parler. J'ai pas encore travaillé dessus. J'ai D'accord. vraiment été foca que sur le grand oral. Je vais bientôt passer au chef-d'œuvre. Donc j'ai pas envie de m'avancer. De ce que je sais, c'est quand même quelque chose qui va être très, très manuel, hein, en toute Ouais, logique. Donc on va pas être sur du tout le même type. D'accord. Si vous avez des infos, sur le chef-d'œuvre, hésitez pas. ouais. Ça pourrait faire l'objet d'un autre live. On pourrait reprendre le grand oral si jamais il y a des nouveautés qui sortent. Et on Mmh. pourra parler ouais, du chef-d'œuvre parce que on va créer un parcours sur ces deux choses-là. Charlie, un parcours Charlie. Et donc c'est pour ça que Laura dit que j'ai pas encore bossé dessus parce que ça fait partie, d'après ce que je comprends, de ces. Ouais, le chef-d'œuvre, ouais. Ouais, De ces missions. c'est ça. Et a priori, pour cette histoire de support, Sarah, tu n'as pas le droit au support pour l'instant en tout cas, ça va peut-être changer, quand Ouais, tu passes à l'oral. c'est ça. Tout Ouais. à fait. T'as pas le droit à tes notes quand t'es à l'oral. Mais ça peut peut-être changer, comme tu dis. On sait jamais. Et Après, est-ce qu'on a le droit à un diaporama avec des slides? non, Bah, tu as 20 minutes pour le faire donc non. ouais. Ouais, En OK. fait, tout ce que tu produis pendant tes 20 minutes de préparation, tu le fournis au prof. Et ça peut être des schémas, des gribouillis, tes notes, machin, mais tu n'as pas le droit de les avoir sous tes yeux quand tu présentes. OK. Mais on va aborder ça là juste après. Donc, comment ça se passe le grand oral? En gros, je pense qu'il y a deux grandes phases. Tu as le avant et le pendant, et après, c'est une troisième phase où tu bois un coup, mais on va parler des deux premières. La première phase, donc avant le grand oral, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez choisir deux sujets qui sont en lien avec ta spécialité et avec ton projet d'orientation. Donc le lien le plus fort, ça doit être avec ta spécialité. Et ton projet d'orientation, c'est fait partie de 5 minutes pendant tes 20 minutes de présentation où tu expliques en quoi le sujet que tu as choisi t'a permis en le résolvant de t'aider dans ta recherche d'infos pour ton projet d'orientation. Donc ça t'a mis la puce à l'oreille sur des études supérieures ou ça t'a fait réfléchir sur ça, ça ou ça. Enfin, il y a un espèce d'inception de trucs sur ces sujets-là, mais bon, en lien d'abord avec vos spécialités, et ensuite vous devrez argumenter sur votre projet d'orientation pendant l'oral. On va y revenir. Pour chacun de tes sujets, donc pour tes deux sujets, tu dois choisir une problématique à traiter. Donc une problématique, ça veut dire une question à laquelle tu veux répondre. Et tu réfléchis en amont de ce grand oral-là à toutes les réponses que tu souhaites apporter au jury, à tous tes arguments, à toutes tes idées, tu les listes
et tu imagines un plan, donc c'est-à-dire comme un fil rouge, comme un conducteur, qui va te permettre d'exposer donc tes idées et tes arguments de manière hyper claire, hyper précise et cohérente. En fait, c'est comme si vous pouvez vraiment préparer vos 2 sujets à fond la caisse avant le grand oral. Le jury va de toute façon choisir l'un des 2 sujets que vous aurez choisi et défini à la base. Donc vous pouvez vraiment vous faire une giga préparation à l'avance si vraiment vous voulez être calé de chez calé pendant cette épreuve-là. Si ce n'est que là où vous devez, et ce sera le jour J où ça se passera, être à l'aise, savoir gérer votre stress, parler de manière claire, articulée, etc. Je sais pas s'il y a des questions. Attends, alors non, ça a rebondi, ok, ça marche. Donc ça, c'est pour l'avant. Tu peux passer aux diapos suivants. Voilà. Donc comme je vous ai dit, le jour J, comment ça se passe? Donc vous avez 40 minutes d'épreuve qui se découpe en 2 grands temps. Donc il y a déjà, vous arrivez à l'heure, vous rencontrez votre jury, donc qui est composé de 2 profs que vous n'avez pas eu en cours. Ce sont des profs, il y en a un qui normalement enseigne votre spécialité, et il y a un autre prof type un peu général, mais en principe vous ne les avez jamais eu en cours. Vous donnez votre feuille à ce jury-là où sont inscrits vos 2 sujets, et le jury en choisit un. Et donc, pendant la préparation des 20 minutes, vous vous préparez sur le sujet qui a été choisi. Donc, en principe, si vous l'avez correctement bossé avant, bah, vous recrachez le plan que vous aviez imaginé, vos arguments, etc. Et à la fin des 20 minutes, vous donnez votre préparation et vos notes au jury. C'est effectivement ce qu'on disait, c'est-à-dire que pendant vos 15 minutes d'échange et de présentation avec le jury, vous n'avez pas de notes. Vous n'avez pas de notes jusqu'à maintenant, hein, comme dit Sarah, ça peut changer. Vous êtes vraiment pas en impro total, mais vous êtes en exercice d'oral où forcément vous allez devoir utiliser vos yeux pour regarder le jury et ne pas regarder vos notes ou ne pas regarder par terre, etc. Pendant les 5 minutes de présentation, vous êtes debout et donc vous présentez votre sujet et votre problématique et vous y répondez. C'est pour ça que c'est hyper important de bien se préparer avant quand même, parce que 5 minutes, c'est encore pire que les 5000 ou 2500, je sais plus, caractères, c'est hyper court. Pour à la fois expliquer et présenter votre sujet, présenter votre problématique et répondre à tout ça. Ensuite, pendant 10 minutes, vous échangez avec le jury. Donc le jury va vous poser des questions, essayer d'approfondir certains points que vous avez exposés pendant les 5 minutes. Et puis les 5 dernières minutes de l'oral, vous présenterez à ce moment-là votre projet d'orientation et vous échangerez à ce sujet-là avec le jury. Et après, vous avez terminé. En fait, vous avez carrément terminé vos épreuves du bac, quoi. Donc c'est un peu la libération. Si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça, n'hésitez pas, toujours. Mais voilà ce que j'ai trouvé pour l'instant en termes d'organisation de l'épreuve. Donc si je repense sur ce qui va être évalué, donc au niveau du contenu, c'est déjà que vous connaissez bien vos épreuves, enfin vos cours de spécialité, hein, parce que je rappelle que le sujet et la problématique doivent être en lien avec vos cours de spé, donc il faut les connaître. Au niveau du contenu aussi, que vous soyez capable d'argumenter, de répondre et de parler hyper clairement, voilà, d'avancer vos propos hyper clairement. Et au niveau de la forme, donc c'est-à-dire de la prise de parole, que tu t'exprimes clairement et que tu arrives à suivre une trame, un plan qui te permet d'aller à l'essentiel et de ne pas oublier un point important. Ta capacité d'écoute aussi et ta réflexion, ça c'est au moment de l'échange avec le jury, d'être capable encore une fois d'argumenter si le jury essaye de lancer un débat ou de rebondir sur quelque chose, et votre aisance à l'oral. Alors, est-ce que tu peux faire une partie en langue étrangère, genre anglais? Je pense qu'en termes de forme et de style, c'est un peu libre. J'ai pas lu, en tout cas, de trucs qui contredisaient ça. Parce que vraiment, l'exercice, c'est comme son nom l'indique, c'est te tester à l'oral, quoi. Donc, je pense que si tu fais une petite partie en anglais parce que tu arrives à le justifier derrière et que c'est en lien avec ta spécialité et ton projet pro, vas-y, hein. Et justement, oui, c'est ce que j'allais dire. ouais. Il faut que ça soit quand même en lien avec ta spécialité. C'est-à-dire que si ta spécialité, c'est, je sais pas,
maths, faire une partie en anglais, je suis pas sûre de la pertinence. En revanche, C'est si tu vrai. es en, langue vivante anglais, je sais plus exactement le nom, mais je sais qu'il y a un truc sur les langues vivantes, bah là, oui et je pense que ça te sera même demandé. Dans tous les cas, je t'encourage à te renseigner auprès de ton prof de spécialité Mmh. qui te dira directement, si tu peux ou non le faire en langue étrangère et si tel est le cas, comment bien le faire de manière à ce que ce soit bien accueilli et cetera, et cetera. Ouais. Mais ouais et tu penses même si c'est en lien avec le projet professionnel, ça passerait pas? Si, par exemple, elle fait ses études à l'étranger ou qu'il y a une partie de ses études en langue étrangère et que c'est vraiment Si, un là, sens? c'est 2 choses différentes. S'il y a une partie de ses Ouais, études actuelles qui sont en langue étrangère, oui, ouais, bien c'est sûr. ça. Genre, c'est peut-être je sais pas si ça se fait en terminale encore ou si elle est classe européenne, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Dans ce cadre-là, carrément. Mmh. Hem, Sinon, attention à ce que ça passe pas non plus pour un coup de zèle, heu et ça peut, voilà. C'est pour ça que moi, mon conseil, surtout renseigne-toi auprès de ton prof. N'essaye pas de faire les choses plus compliquées, plus Mmh. alambiquées, pour que ça passe mieux ou c'est pas forcément toujours nécessaire. Voilà, faut bien se renseigner, ça dépend du contexte. Moi, je peux pas te dire là oui ou non. Voilà, faut que tu te renseignes, sur le moment. Je pense que ça peut être une bonne idée dans certains cadres et une très mauvaise idée dans d'autres cadres. Mmh. OK. Alors comment, on va vous donner aussi quelques conseils pour vous préparer à tout ça. Donc déjà sur comment choisir votre sujet. Choisissez quelque chose que vous aimez et que vous maîtrisez, déjà un peu, hein, évidemment, mais surtout, le truc de voilà, avec lequel vous êtes à l'aise, qui résonne, un peu en vous. Enfin voilà, on va pas non plus, se rouler par terre, ça reste une épreuve du bac ça doit être en lien avec votre spécialité. Mais voilà, si vous pouvez, si vous trouvez ça judicieux de raccrocher ce sujet-là à un sujet d'actualité ou à une de vos passions, vraiment, allez-y. Toujours en lien avec vos spécialités, évidemment. Justement, réfléchir à comment le mettre en lien avec ta spé et ton projet pro. Donc, comme j'ai expliqué au début, ça peut être en quoi ce sujet et cette problématique m'a permis de réfléchir à mon projet professionnel, m'a amené sur telle piste ou telle piste, etc. Et donc, si tu es à l'aise, tu peux choisir un sujet d'actu. Ouais, moi, c'est un truc qu'on m'avait dit alors, à l'époque du master 1, donc c'était, autrement, enfin, c'était assez différent que le bac. Ouais. Mais c'est vrai que, quand que j'ai choisi mon sujet de mémoire parce qu'on vous laisse, choisir, Mm. votre sujet, et on m'a dit, quelque chose qui vous intéresse vraiment et donc j'ai bossé sur quelque chose qui m'intéressait vraiment et non seulement, j'ai pas eu trop parce qu'il y a des passages qui ont été chiants quand même, faut pas se leurrer, mais l'impression de bosser, mais en plus ça s'est carrément ressenti dans mes résultats. Je pense que la plupart des gens sont comme ça, c'est beaucoup plus simple, de se motiver à bosser et d'être au taquet quand on bosse sur quelque chose qui a du sens pour nous et de l'intérêt. Si, on vous demande de bosser, je sais pas, sur le théorème de Pythagore, c'est n'importe quoi, hein, et que, bah, vous êtes pas forcément, super fan de théorème, tout de suite, ça va pas matcher, vous allez vous sentir un peu en prison et ça va vous frustrer et cetera. Alors que si vous bossez sur quelque chose qui vraiment vous intéresse et attention, hein, ça peut être, tout et n'importe quoi, hein. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est entre guillemets «à l'école» que c'est obligé que ça soit un truc chiant ou un truc forcément très sérieux, hein. Mm. Vous pouvez, facilement taper sur, vos loisirs, bien sûr en fonction toujours de votre spécialité, hein. Mais, que ce soit la lecture, le cinéma, les jeux vidéo et cetera, hésitez pas, à essayer de trouver des liens que vous pouvez faire justement de vos passions et vos sujets de spécialité et votre projet pro. Et pour rebondir du coup sur ta question, Coralie, si ton sujet n'a aucun rapport avec ton projet pro, ça peut se justifier. Ouais, carrément. C'est pas parce que, tu es passionné, bah, pour prendre un exemple que j'utilise pas souvent, de jeux vidéo, que forcément tu te vois être programmeuse ou game designeuse ou des trucs comme ça. Ça peut, enfin, tu peux juste dire: «Bah, voilà, c'est ma passion» ou «Ça m'intéressait». Maintenant, moi, mon projet pro, je le vois plus, dans cette branche-là pour telle ou telle raison, mais ça m'empêche pas d'être passionnée par ça et voilà.
C'est bien si c'est un rapport. De toute façon, on va toujours vous demander, à partir, de là, du bac, des rapports avec votre projet pro, mais sachant que votre projet pro, il peut de toute façon, bouger au travers du temps. Vous pouvez avoir un projet pro en première, en terminale et arriver en première année post-bac et vous dire: «Ah bah, finalement, c'est pas mon truc» et changer de projet pro donc bon. Moi, ce que mon conseil, c'est, tu le justifies, tu expliques pourquoi ça a pas de rapport et c'est OK, en fait. Il y a pas à se stresser. Tu as le droit d'avoir un projet pro, tu as le droit d'avoir des passions qui n'ont pas ou des intérêts qui ne sont pas forcément en rapport avec ton projet pro et heureusement parce que si les gens étaient passionnés que par leur projet pro, et ben, je passerais mon temps à lire des articles sur l'orientation et ce n'est absolument pas le cas. Donc pas de panique, tu seras pas la seule, il y en aura d'autres qui seront dans ce sujet-là. Faut juste que tu prévois comment le justifier en expliquant ton projet pro et pourquoi tu as choisi du coup, ces questions-là. Ouais, c'est clair. Et puis, puisque c'est en lien avec ta spécialité, peut-être que ta spécialité est à la base, tu voulais t'orienter vers une filière et dont ta spécialité te permettait d'accéder et qu'au final, tu t'es rendu compte que ça te plaisait pas. Ça, c'est un lien. C'est un lien avec... c'est argumenté, c'est carrément valable, comme l'a dit aussi Laura. Ça a un rapport, quoi. Ça t'a permis de te remettre en question, et puis hop, un jour tu t'es rendu compte en faisant telle ou telle chose que ça te plaisait vraiment, donc tu as décidé d'orienter ton projet professionnel plutôt là-dessus, quoi. Ensuite, donc, bah, le big conseil ou les big conseils qu'on peut vous donner, c'est comment vous entraîner et gérer votre stress. Parce qu'on peut bien croire que ce type d'exercice, surtout en plus le fait que ce soit assez vague pour l'instant, qu'il modifie encore des choses à cette période-là, lorsque le mois de juin, ça va arriver assez vite, on peut comprendre que vous soyez stressé par ça, surtout qu'on l'a jamais trop fait jusqu'à ce moment-là, de prendre la parole devant un jury, d'argumenter. Donc qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Moi, ce que je pourrais vous donner, c'est déjà de vous entraîner à parler debout. Dans un premier temps, devant votre miroir, hein, donc vous l'avez peut-être déjà fait pour d'autres occasions, mais c'est vrai qu'on se rend compte énormément en termes de langage corporel de bah, qu'est-ce que je fais quand je parle comme ça debout et que j'ai pas mes notes, donc j'ai pas d'accroche visuelle, je peux poser le regard sur rien, si ce n'est sur mon jury. Qu'est-ce que je fais de mes bras, qu'est-ce que je fais de mes mains, que j'apprenne à arrêter de me balancer parce que je gère mon stress comme ça aussi. Voilà, de répéter cet exercice-là, votre présentation devant vous-même, devant un miroir, ça va vous permettre déjà de repérer tout ça et de corriger tout ça, de réfléchir à comment vous gérez votre espace, comment vous l'occupez. L'étape supérieure, après, mais ça je sais que c'est assez difficile à faire, et moi-même, hein, quand je réécoute les lives à chaque fois, je me dis mais putain quelle voix de merde j'ai, mais c'est intéressant de se filmer, c'est C'est tout le intéressant monde, je vous rassure. Oui, personne n'est à l'aise avec sa voix, c'est vrai. Et de vous filmer, de vous enregistrer juste la voix dans un premier temps si c'est un peu compliqué pour vous de vous voir en vidéo, mais il n'y a que vous qui le voyez. Mais ça permet déjà aussi de se rendre compte de si vous parlez vite ou trop lentement, si vous arrivez à bien articuler, à apprendre à respirer, à poser vos mots, à marquer des pauses, parce que parfois, même si l'exercice dure 5 minutes, il faut pas débiner à fond la caisse et dire un maximum de choses. Il faut le dire calmement, clairement. Donc ça va vous permettre d'exercer ce truc-là. Et aussi de corriger et de gommer les tics de langage, les quand vous hésitez, ou d'autres choses. Si, par exemple, si vous vous filmez ou si vous le repérez déjà quand vous êtes devant un miroir, est-ce que vous touchez beaucoup vos cheveux ou votre visage quand vous parlez? Parce que ça, c'est quelque chose qui vous permet de vous réassurer, mais c'est des trucs que vous faites de manière spontanée, vous en rendez même pas compte au moment où vous parlez. Mais voilà, tout ça, si vous pouvez le faire avant le grand oral, ça vous fait quand même un entraînement aussi. Vous pouvez essayer aussi de prendre la parole en classe, que vous soyez en visio ou en présentiel. Vous pouvez essayer aussi de temps en temps, dans les semaines à venir, de prendre la parole sur un live Charlie, si ça vous dit. Et puis, on a créé là, d'une manière générale, un channel spécial dans la catégorie SES Orientation Grand Oral, pour vous permettre aussi de continuer à nous poser et de vous poser entre vous des questions sur ce truc-là,
On mettra justement les actualités, les dernières choses qui tombent sur les modalités du grand oral, et vous pourrez nous exposer, à nous et à toute la communauté, vos idées de questions, etc., etc. Donc on est là en backup aussi. Est-ce que, je sais pas, Mathilde ou Laura, vous aviez d'autres conseils que vous vouliez donner pour gérer son stress? Partir du principe que de toute façon, ce qui va être noté principalement, c'est votre aisance à l'oral. Tout à fait. Vous n'avez pas à vous prendre la tête sur est-ce que je vais dire ce qu'il faut ou est-ce que je vais dire ce qui est juste. Vous êtes préparé pendant, allez, on va dire 1 an et demi, 2 ans. Donc vous allez maîtriser les questions, c'est pas un problème. Ce qui est intéressant, c'est votre manière d'argumenter et de présenter les choses. Mais ils sont pas là du tout pour vous descendre, en fait, les profs qui sont là. Ils sont en plus, vous avez entre guillemets la chance dans votre malheur, étant donné que c'est la première année, ils seront sûrement beaucoup plus cléments. Donc pas de stress, détendez-vous. Voilà, c'est partez du principe que c'est une formalité. C'est exactement comme quand vous essayez d'expliquer, alors je sais pas si ça fonctionne encore cette ref maintenant, mais à vos parents ou à vos grands-parents comment fonctionne un ordinateur, un smartphone ou X ou Y réseaux sociaux. C'est pas plus compliqué que ça. C'est même plus simple, je pense. Vraiment, envoyez ça, simplement expliquer ce que vous avez appris à des gens qui se posent des questions dessus et voilà. Effectivement, entraînez-vous avec vos potes, parce que en rire, par exemple, si vous voyez que votre pote, elle passe son temps à se relisser les cheveux avec ses mains, parce qu'elle est pas à l'aise et cetera, vous pouvez lui faire la réflexion et ne serait-ce qu'en lui faisant cette réflexion et en rigolant avec elle là-dessus, elle va s'en souvenir au moment du grand oral et vice versa. S'entraîner avec ses potes, c'est l'occasion de bien rigoler et de vous faire des mémotechniques tout bêtes en fonction de vos souvenirs et de vos bons souvenirs au moment où vous allez passer à l'oral. C'est-à-dire que vous allez être stressé, vous allez commencer, je sais pas, à vous gratter le cou et vous allez vous dire ah non, elle m'a dit qu'il fallait pas que je me gratte le cou, je le fais tout le temps et voilà, ça va vous faire sourire, ça va vous détendre un coup. Voilà, n'hésitez pas avant le grand oral à bien respirer, c'est tout con et ça vous devez l'avoir lu de partout avant n'importe quel entretien oral ou quoi que ce soit. Mais vraiment, c'est important de bien respirer profondément 3 fois, c'est en général ce qu'ils disent, pour évacuer voilà, toutes les tensions. Ne vous sentez pas mal parce que vous êtes stressé, parce que même si je vous dis de ne pas être stressé, vous allez être stressé. Vous allez être au bout de votre vie. Avant que ça commence, au moment de la préparation, vous allez être au bout de votre vie. Accordez-vous, je sais pas combien c'est 20 minutes hein, la préparation. Ouais, 20 minutes, ouais. Bah, accordez-vous 2 ou 3 minutes à stresser. Et voilà, vous dites ok, je stresse pendant 2 ou 3 minutes. À la fin des 3 minutes, voilà, c'est bon, j'ai stressé, maintenant j'y vais. Pas vous dire faut pas que je stresse. Non, autorisez-vous à stresser pendant un laps de temps court. Et une fois que ce laps de temps est fini, vous vous mettez à fond dans le truc. C'est 40 minutes de votre vie, c'est un gros coef, il y a moyen de gratter facilement, là pour le coup, des points. Donc voilà, c'est une formalité, détendez-vous. Et autorisez-vous à stresser, parce que j'aime bien dire des choses qui n'ont pas de rapport. Ouais. Non, mais voilà. C'est pour ça que c'est super important de choisir un sujet qui va vous parler et que vous aimez, en fait, parce que vous allez être plus à l'aise et c'est ça qui vont regarder, en fait, c'est votre aisance à l'oral. Donc, plus vous allez sélectionner quelque chose qui vous plaît, plus vous allez avoir de facilité à discuter et à parler de ce sujet. Donc, ça va vous simplifier un petit peu la vie, je pense. Ouais, voilà, c'est le grand oral, c'est uniquement votre aisance à l'oral. Alors, bien sûr, effectivement, si vous dites un truc qui est complètement hors sujet et que vous êtes planté complètement, on n'est pas au top. Mais limite, je me demande s'il vaut pas mieux dire une grosse connerie, mais être ultra à l'aise à l'oral plutôt que l'inverse. Donc voilà, ouais, effectivement, j'imagine que niveau préparation, vous n'êtes pas au top. Mais sachez que vous allez avoir des profs en face de vous qui savent très bien que vous avez été mal préparé. Donc bon, vous prenez pas la tête à vous dire j'étais mal préparé, ça va pas. Non, en fait, je pense pas trop m'avancer en disant que 90% des gens qui vont passer vont avoir au moins la moyenne. Parce que le contexte actuel fait qu'ils vont pas vouloir être trop durs parce que Covid, confinement, machin, etc. Et c'est compliqué. Parce que première année, parce que à l'oral c'est pas évident. Voilà. Donc je pense que franchement la moyenne, plus ou moins,
Bien sûr, vous dites pas: «Je vais pas bosser parce que je vais avoir la moyenne», non, non, non. Mais globalement, la plupart des gens auront la moyenne. Maintenant, voilà, comme je dis, il faut grappiller un max de points. Là, partez du principe que c'est ça qui va, par exemple, sauver, votre sale note en philo ou je sais pas, voilà. Ou qui peut vous donner une mention, tout simplement. Ouais. Ouais. Après, oui, c'est vrai, ce truc de stress, là, parfois, la plupart du temps, ça se transforme en adrénaline aussi, hein. Ça peut vous aider ensuite pendant l'oral, une fois que vous êtes lancé dans le bain, voilà. De toute façon, vous n'êtes pas non plus, en principe, à votre première oral de la vie. Normalement, vous avez des fois pris la parole en classe, vous avez peut-être ressenti ce truc-là ou présenté un exposé devant toute la classe. Je dirais que c'est un peu pareil, sauf que là, il y a que deux pecnos en face de vous, quoi. Comme dit Maëlie, vous cumulez tellement, les handicaps, donc vous pouvez très bien passer devant un prof de merde, hein, un connard de base et qui va vous saquer de toute façon. Mais là, c'est la faute à pas de chance. Je veux dire, c'est comme quand vous passez le permis, vous pouvez passer moi j'ai une amie qui a passé le permis 3 fois parce que les 2 premières fois, elle est tombée sur, le pire examinateur et bah, voilà, bah, c'était pas de sa faute. Son permis, elle méritait de l'avoir, mais juste elle est passée sur un connard. Partez pas du principe que vous allez tomber sur un connard, s'il y a très peu de chances quand même que ça arrive. Mais bon, ça peut arriver. Donc donnez le meilleur de vous-même. L'idée, c'est que vous puissiez sortir de la salle en vous disant: «Je sais pas la note que je vais avoir, mais moi je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Mhm. J'aurais peut-être pu faire mieux ça ou ça, mais globalement, je pense que j'ai géré». Il faut que vous soyez satisfait de vous, en fait. C'est pour moi un des principaux, enjeux avec bien sûr, je peux vous dire la note c'est pas important, bien sûr que si, avec des coefs pareils, c'est important. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à quelqu'un qui est très timide? Il va falloir bosser de toute façon sur la timidité, hein, Ouais. que ça soit pour le grand oral ou dans la vie de tous les jours, on peut pas, enfin, c'est compliqué une vie pro en étant vraiment timide, maladif de toute façon, et même en études sup, ça va être compliqué. Donc là, c'est peut-être l'occasion de commencer à bosser dessus, voir les origines de sa timidité. Qu'est-ce qui fait peur? Est-ce que c'est la peur du jugement? Est-ce Mhm. que c'est simplement qu'il a pas confiance, enfin, c'est son physique qui lui déplaît, ça peut être plein de trucs, sa voix qu'il supporte pas. Il peut avoir plein d'origines à cette anxiété-là. Donc voir si, voilà, essayer de voir quelle est l'origine. S'il peut s'en sortir seul, parce que des fois, on est juste timide et il y a un moment où on arrive à sortir de sa coquille seul ou en tout cas avec l'aide de ses amis ou de sa famille. Mais si vraiment c'est maladif et cetera, il faut quand même, pour le coup, aller consulter, hein. Il y a les cours de théâtre aussi Mhm. j'en entends souvent, qui aident beaucoup. Là, la problématique, c'est que, commencer un cours de théâtre au mois de mars pour un oral qui est au mois de juin, c'est un peu tendu. Puis surtout, le contexte en particulier, je doute qu'il y ait énormément de cours de théâtre qui soient ouverts. Ouais. Ce qui peut aider, c'est, alors oui et non, mais c'est les réseaux sociaux et les TikTok, Mhm. alors c'est un peu à double tranchant parce qu'autant ça peut aider, autant ça peut détruire, quoi. Donc voilà, si on y va, c'est vraiment en ayant connaissance de cause. Ça dépend de finalement, l'origine de la timidité. Heu, mais ça peut être une bonne manière de s'affirmer. Et pas forcément de se filmer, hein, ne serait-ce que sur Mhm. YouTube, vous pouvez très bien faire des chaînes, sans vous filmer Tout à avec fait. juste des vidéos et cetera. Heu et à ce moment-là, si ça marche, en tout cas, vous avez des bons retours, c'est votre talent, qui va être reconnu et ça aide beaucoup. D'ailleurs, je me suis remarqué souvent, il y a des chaînes, YouTube qui commencent où le youtubeur ne se montre pas à la caméra, il utilise un avatar ou juste sa voix et quand le succès est là, à ce moment-là, on a des face cam parce qu'il est plus à l'aise avec sa communauté, le fait de se montrer, voilà, parce que simplement, une fois que, la communauté est là et que c'est plutôt positif, c'est beaucoup plus simple, à ce moment-là. Donc voilà, ça peut être aussi un bon moyen de prendre confiance en soi. Carrément. Moi, je pense que le truc le plus important qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est vous décidez en fait de sur quoi vous allez être interrogé. Je crois que c'est vraiment la base de ce truc-là où tu peux être vraiment rassuré, c'est vous les amener sur le terrain de jeu que vous souhaitez, quoi, les profs.
Donc à partir de là, à vous de jouer, ouais, pour justement trouver des exemples de questions. Il y en a plein quand vous tapez sur Google, exemples de questions, grand oral en fonction de votre spécialité. Il y a quelques exemples de questions. Moi je dis, utilisez là, le canal le grand oral pour ça, pour soumettre les idées, parlez-en autour de vous. Comme dit Laura, parlez-en aussi à vos profs de spécialité quand vous avez des idées ou des briques d'idées, hein. Comme c'est la grande première année, je pense que vous pouvez largement en discuter avec vos profs aussi. Ils seront tout contents parce que je pense qu'ils sont aussi dans la même situation que vous, dans le sens où ils n'ont pas toutes les infos hyper précises ou encore elles sont en mouvance pour eux aussi. Donc voilà, c'est une grande première pour tout le monde, quoi. Voilà, Mathilde, je te laisse reprendre la suite pour terminer. Bah, écoute, on avait fini. Ouais. Du coup, toujours les petites slides de la fin pour nous présenter un petit peu qui on est. Nous, on est Hello Charlie. Donc, on va vous passer après un petit lien pour voir un petit peu le truc un peu intéressant. Mais en gros, on vous aide dans votre orientation et à travers un bot qui s'appelle Charlie. Et vous pouvez scanner le QR code là pour aller discuter avec lui. Donc, il va pouvoir vous conseiller sur plein de formations différentes et surtout cerner votre profil, ce qui est très important. Donc, n'hésitez pas à scanner ce petit QR code pour aller voir notre petit Charlie. C'est ça. Et quand le fameux bout de parcours ou le parcours entier sur le grand oral chef-d'œuvre sera prêt, on vous le fera tester en bêta-test et on pourra vous filer en avant-première le lien pour utiliser ce parcours aussi. Carrément. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou pas à nous soumettre? N'hésitez pas même à prendre la parole si vous voulez. Ouais. Ou écrire dans le question live. Si vous avez des idées aussi de thématiques de live que vous aimeriez qu'on organise là, les semaines à venir. Ouais. On vous prépare un live dans 15 jours sur Twitch. Donc ce sera une grande première pour nous de tester le format sur Twitch. Et on a normalement 2 invités qui sont développeurs chez Ubisoft. Il y en a un qui est chez Ubisoft Montréal et l'autre c'est Ubisoft, je pense, basé en tout cas en France. Yes. Ils ont plusieurs années d'expérience dans les jeux vidéo en tant que développeurs et donc ce sera ça dans 15 jours sur Twitch. Ça va être trop cool. Et d'ailleurs, j'y pense, on n'a pas encore vraiment décidé du nom de la chaîne Twitch et on voudrait vous faire voter pour... on a quelques idées, mais on ne sait pas laquelle sélectionner. Et du coup, je pense qu'on va vous faire voter pour voir laquelle vous préférez et on s'adaptera en fonction de ce que vous avez préféré pour le nom de la chaîne Twitch. Exactement. Et donc, on vous invitera aussi à rejoindre la chaîne, à vous abonner pour ne rien louper quand on aura bien préparé notre chaîne. Claire, ça va être trop cool le live avec les devs d'Ubisoft. J'ai trop hâte. Ouais. Non, ça va être trop bien. Et donc, il sera à 18h pour le coup, donc il sera encore plus tard que celui-là. Parce que faut qu'on se cale avec la personne qui est à Montréal. Donc, il y a un décalage horaire oblige. Quand il sera 18h chez nous, ce sera sa pause déj à lui. Donc voilà. Compliqué, mais bon. On va s'en sortir. Ouais, grave. Ouais, non, c'est cool. C'est cool. Voilà, bon écoutez, si vous n'avez rien d'autre à nous faire part, on va vous laisser là. Merci beaucoup pour votre participation, hein, toujours, si vous avez des questions ou quoi. Le super serveur qui fait un beau lifting cette semaine est là pour ça. Merci encore de l'animer de manière hebdomadaire, enfin quotidienne, je dirais même. Merci. Et puis, on vous donne rendez-vous très vite pour la suite.